téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Dr Jacqueline Georges. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Non seulement nous allons passer en revue les points marquants de sa vie, les souvenirs de l'enfance, les études et la carrière, mais également nous allons parler de la nouvelle génération, ce trésor pour l'Égypte. Comment peut-on vraiment préparer nos enfants, cette nouvelle génération, pour qu'elle soit apte d'affronter et de relever les défis autour de nous aujourd'hui? Docteur Jacqueline Georges, bienvenue à notre programme, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci de me recevoir. On commence toujours notre rencontre avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette phase de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Eh bien, écoutez, mon enfance, je l'ai passée en Égypte avant de partir en France. J'étais l'aînée, je suis toujours l'aînée d'une famille de 3 enfants. J'ai 2 frères. J'ai été scolarisée pendant 14 ans dans une école francophone, donc c'est le collège du Sacré-Cœur. Mon enfance a été, je dirais, plutôt banale, très calme. J'étais une enfant très calme, alors que je sais qu'au fond de moi, j'avais beaucoup de caractère, mais en apparence, j'avais l'air très calme. Et tout s'est passé évident. Parfait. Alors, après cette enfance dans une famille qui préfère, j'estime, l'éducation qui est pour l'enseignement, pour la culture, vous avez choisi un domaine d'études non seulement dur, mais très spécial, être pédiatre. Alors là, médecine, pédiatrie, ça signifie beaucoup d'études et également beaucoup de patience. Oui, moi, je voulais toujours être médecin. Et je sais que j'ai eu beaucoup d'opportunités de faire autre chose. J'avais une scholarship, donc on me payait tous les frais de scolarité à l'université américaine, mais j'ai refusé, c'est pas du tout ce que je voulais faire, et j'ai tenu à faire médecine. Je me suis mariée et avec mon mari, on est parti faire notre spécialité et faire des études supplémentaires, même après la spécialité en France, où on a passé 13 ans. Je crois que mes études en France ont métamorphosé mes buts, ma personnalité, et c'est là que j'ai commencé à pratiquer la pédiatrie, que j'ai adorée. Et en pédiatrie, je me suis spécialisée en médecine périnatale et néonatale. Néonatale, c'est à la naissance, après la naissance. Périnatale, c'est-à-dire aussi, on donne des conseils génétiques aux couples qui vont avoir un enfant. Par exemple, quand les gens ont une maladie particulière, savoir s'il y a un risque que ça revienne ou pas. Oui. Évidemment, j'ai fait de la pédiatrie classique, mais la médecine néonatale m'a permis de rencontrer de jeunes parents. Et les jeunes parents, on peut toujours en faire un peu ce qu'on souhaite faire et ce qu'on souhaite voir dans la société de demain. Moi, j'adore recevoir les nouveau-nés pour une première visite parce que là, j'ai 2 jeunes parents, une maman et un papa, qu'on aide à être des gens importants. Importants, ils le sont sûrement dans la vie de leur enfant, oui, mais dans la société égyptienne surtout, où les gens pensent parfois que la maman a un rôle dans
les soins et l'éducation de son enfant. Et parfois, il y a des papas qui restent effacés, qui restent de côté. Et là, vous essayez d'impliquer les deux dans la vie de leur enfant. Voilà, et c'est souvent que j'ai proposé à la première visite, quand la maman est encore fatiguée, de façon très simple et très douce, je propose au jeune papa, qui ne s'attend pas du tout, je lui propose de déshabiller son enfant. Alors qu'il pense que c'est la maman, que c'est son rôle de déshabiller et de rhabiller. Et rien que le fait de lui demander, ça permet de l'aider à prendre confiance, de l'aider à réaliser que c'est le papa et qu'il doit participer. Et ça lui permet aussi de comprendre que l'éducation de l'enfant se fait à deux personnes pour élever, pas une seule, comme c'est malheureusement parfois le cas en Égypte. Oui. Docteur Jacqueline Georges, également à l'époque de vos études, vous vous êtes sensibilisée envers plusieurs questions aux problèmes sociaux. J'ai compris que vous avez travaillé comme vacataire ou volontaire dans le domaine de l'éducation. Parlez-moi un peu de cette expérience, comment elle était née, et comment vous avez réalisé cette expérience en parallèle avec les études. Voilà, donc ça c'était mes années de faculté à l'université. On était un groupe d'étudiants. Je ne me souviens pas en quelle année nous étions, mais je crois que nous étions peut-être en première, deuxième année de médecine, et on nous a demandé de l'aide pour un programme d'alphabétisation. Ça se passait dans une école publique où on allait l'après-midi ou en début de soirée et pour apprendre à des jeunes, des adolescents et de jeunes adultes à apprendre à lire et à écrire. Et c'était étonnant parce que quand vous apprenez à lire, à écrire à une personne, elle vous admire et vous pouvez en même temps souffler ou transmettre des idées qui sont positives, qui sont un peu plus modernes que l'environnement dans lequel ces gens vivent. Malheureusement et heureusement en même temps, malheureusement, les analphabètes étaient plus souvent des filles et des femmes. Et heureusement qu'on les aidait, parce que, à mon avis, une jeune fille, une jeune femme, une jeune maman doit être instruite parce que c'est la base, c'est l'énergie transmise à ses enfants, à sa famille. Et le fait de l'aider, ça permet d'aider toute sa famille, actuelle ou future. Et donc, j'ai passé à participer à ce programme. C'était facile, c'était simple. On leur apprenait à lire, à écrire leurs prénoms, à comprendre les mots les plus simples pour pouvoir faire les formalités habituelles qu'ils doivent faire pour avoir tous les documents gouvernementaux, remplir des formulaires, tout ça. Et donc, on les aidait à juste déchiffrer et se débrouiller pour signer, se débrouiller pour lire l'essentiel, pour écrire leur nom. Et bien sûr, on les encourageait à se passionner pour la lecture, pour pouvoir continuer à apprendre tout seul à évoluer dans ce domaine. Parfait. Ça nous mène alors à parler, docteur Jacqueline Georges, de plusieurs défis qu'affronte la nouvelle génération aujourd'hui, liés à leur santé morale et également physique. Premier défi, que dont tous les parents, dont tous les foyers se plaignent aujourd'hui, c'est l'emploi ou le recours à la nouvelle technologie.
c'est vraiment un avantage d'avoir cette nouvelle technologie, mais on a remarqué, et ça sans même avoir recours à la science, que des fois, ça fait reculer la concentration, même l'intelligence des enfants. Tout d'abord, on parle du phénomène. Est-ce que l'emploi excessif des tablettes, de la nouvelle technologie, des téléphones portables, est-ce que vraiment ça peut avoir un effet néfaste sur les enfants? Absolument. Et je suis contente que vous me posiez cette question parce que c'est notre combat de tous les jours d'expliquer aux parents qu'il ne faut pas utiliser les écrans quand ils sont tout jeunes. C'est très souvent lors de la consultation, quand on examine un enfant qui s'agite, qui pleure, qui n'est pas assez sage, et bien les parents lui mettent un portable pour lui montrer un dessin animé. Et c'est l'occasion de leur dire que les pleurs ne dérangent pas, alors que l'écran est strictement interdit chez l'enfant avant l'âge de 3 ans. Il y a évidemment quelques exceptions dont je vais vous parler, mais évidemment, les parents pensent parfois regarder des programmes qui stimulent l'intelligence de leur enfant, mais on leur explique que d'après les recommandations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, l'écran ne peut que faire du mal à l'enfant. Devant un écran, un enfant agit comme un récepteur. Donc, on lui fait ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Il n'interagit pas avec l'écran, alors que s'il joue avec un jeu, avec des cubes, avec des Legos, s'il regarde un livre, s'il tourne les pages, il va réfléchir et il va apprendre. Devant un écran, c'est juste un récepteur et ça ne peut que lui faire du mal. En plus, pour les plus grands, après 3 ans, les écrans sont permis. Un enfant peut regarder un petit peu, une demi-heure, 1 heure par jour d'écran à l'âge de 4, 5, 10 ans, 15 ans, mais ne doit pas passer énormément de temps parce qu'on sait qu'il y a un phénomène extrêmement dangereux de la société moderne, l'obésité. Et les enfants sont plus obèses si on les laisse longtemps devant les écrans parce qu'ils mangent de façon automatique, sans réfléchir, et ça les pousse à prendre du poids. La seule occasion où on tolère avant 3 ans, c'est quand les grands-parents sont loin et qu'on les voit via Messenger, via Zoom, comme on fait ensemble. Donc ça, c'est autorisé pendant un petit quart d'heure tous les jours ou de temps en temps, mais pas regarder des dessins animés, des jeux, en espérant que ça va apprendre à l'enfant quoi que ce soit. C'est tout à fait inutile. Vous avez travaillé avec les enfants d'Égypte, avec des convois pour voir ces enfants, pour les soigner. Je voudrais parler en détail de cette activité. Tout d'abord de l'accueil des parents, étant donné que vous êtes médecin femme. D'accord? Et deuxième chose, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces familles avec ces enfants et comment vous avez proposé des solutions ou des soins à ces enfants pour qu'ils puissent avancer dans leur vie? Alors oui, j'ai eu l'occasion de partir en Haute-Égypte et de partir dans des petits villages de la mer Rouge pour soigner des familles. Et c'était avec la faculté de médecine juste à la fin des études. Donc, on partait pour soigner,
pour soigner des enfants et des adultes. On était reçus par des familles très pauvres, très simples, mais ces familles étaient vraiment très chaleureuses. Et cet accueil, je ne l'oublierai jamais, même si je ne l'ai pas fait pendant très longtemps. Il tenait toujours à nous offrir quelque chose. Et il fallait surtout l'accepter. Et bien sûr, on n'acceptait que les boissons chaudes parce que côté hygiène, on ne voulait pas prendre de risques pour nous. Mais ça nous permet déjà commencer à prendre un thé avec ces gens pauvres qui étaient fiers de nous avoir chez eux. Ça permet de discuter, de leur donner des conseils pour l'hygiène, pour la santé, pour l'éducation et pour plein de choses. C'est très, très, très beau souvenir que j'ai de cette période. Et c'est ce qui m'a poussée par la suite, beaucoup plus récemment, à faire sur une petite chaîne télé un programme de conseils et de réponses aux questions des mamans. Et on recevait beaucoup de questions de gens qui ne pouvaient pas se permettre d'aller voir un pédiatre, beaucoup de mères en Haute-Égypte et de parents, puisque j'encourage toujours également des questions, puisqu'ils doivent participer. Et donc, j'ai fait pendant 5 ans une émission hebdomadaire où on parlait de pédiatrie et où on parlait d'éducation. Donc, parler de pédiatrie, ça permet de rassurer ces familles en tout ce qui concerne les sujets qui inquiètent, comme la fièvre, comme des maladies assez répandues, puisque les gens s'inquiètent beaucoup quand les enfants sont malades. Mais ça m'a permis aussi de glisser au milieu quelques émissions sur l'éducation. L'éducation de la fille et l'éducation du garçon. Comment faire quand un enfant n'obéissait pas? Est-ce qu'on a le droit de les frapper ou pas? Bien sûr, non, on n'a pas le droit, mais ça permet de changer petit à petit les idées pour expliquer aux gens qu'il y a des moyens qu'ils utilisent en pensant que c'était utile pour l'éducation de leur enfant, alors que pas du tout. Oui, également, docteur Jacqueline Georges, je voudrais vous parler à propos d'un autre phénomène que les enfants affrontent ces jours-ci. Peut-être il existait avant, mais maintenant on en parle beaucoup, beaucoup. C'est ce qu'on appelle en anglais bullying ou harcèlement ou taquinement. C'est que les enfants, même à travers des enfants de leur âge, affrontent des attaques hostiles qui attaquent leur esprit, qui attaquent leur morale, qui les rendent très vulnérables. Et c'est pourquoi plusieurs enfants, plusieurs adolescents aujourd'hui préfèrent être seuls. La solitude est devenue un mode de vie pour les jeunes. Pourquoi ce phénomène existe-t-il aujourd'hui? Voilà, vous avez tout à fait contente que vous posiez cette question parce que effectivement, c'est un problème. C'est un problème. Le harcèlement a toujours existé, mais il existait à l'école. Il y a toujours un enfant qui est agressé par les autres. Et c'est habituellement le plus timide, le plus faible, parfois le plus intelligent, mais en étant timide. Et un enfant différent est souvent agressé par les autres, qui lui refusent l'amitié et qui disent beaucoup de mal de lui. Les réseaux sociaux ont transformé ce phénomène et c'est venu sur les réseaux sociaux. Donc, un enfant est critiqué, agressé et ça pousse certains enfants ou certains jeunes à se faire du mal. Il y a beaucoup d'enfants qui font des tentatives de suicide s'ils n'ont pas écouté et qui se sentent seuls face à toute leur classe ou presque toute la classe sur les réseaux sociaux. Alors, il y a la prévention qui est capitale. La prévention, et on en parle très tôt aux parents au cours d'une consultation pédiatrique, la prévention consiste à
dire aux parents, n'oubliez pas que vous devez écouter vos enfants. Vous devez les écouter, vous devez essayer d'être les amis de vos enfants pour qu'ils vous racontent tout, notamment tous leurs problèmes. Leurs problèmes avec les amis, leurs problèmes sur les réseaux sociaux, et ne permettre à l'enfant de participer à toutes les publications sur les réseaux sociaux, oui, qu'à un âge où il est de juger. Il faut dire à l'enfant que ce qui est mis est pour la vie. Il ne peut pas le retirer. Ce qu'on met sur Facebook, on ne peut plus le retirer. Tout le monde va commenter, tout le monde va savoir, et c'est pourquoi il faut être très prudent. Mais il faut apprendre aux familles que les parents doivent dire à leur enfant, si quelqu'un t'embête, si quelqu'un te persécute, eh bien, sur un réseau social, il faut venir nous dire. Parce que nous, les parents, on est là pour t'aider, pour aller voir comment faire au niveau de l'école, on peut même porter plainte si ça va loin pour empêcher que ça nuise au développement de son enfant. Mais pour qu'un enfant ait la force d'aller dire à ses parents que quelque chose d'aussi grave a lieu, il faut établir une confiance. Et cette confiance, c'est pendant des années qu'un parent passe du temps avec son enfant à l'écouter pour gagner cette confiance. Et à la base, il faut dire à ses enfants, et surtout à l'adolescent, que quoi qu'il arrive, si un jour tu as un problème et que tu viens me dire que tu as fait une erreur et que suite à cette erreur, tu es dans une mauvaise situation, moi, ta maman ou moi, ton papa, je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour t'aider. Et après, quand on sera sorti de ce problème, on pourra en discuter calmement. Voilà, donc c'est très important cette complicité entre un parent et son enfant. Docteur Jacqueline Georges, je voudrais également savoir qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie. Eh ben, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc, j'aurais du mal maintenant à vous citer un nom en particulier, mais bon, c'est toutes les femmes derrière l'apprentissage et la scolarité de la fille, ça c'est important. Toutes les femmes qui ont lutté pour que dans un pays comme l'Égypte, une fille puisse se marier après l'âge légal et non avant, puisque ça c'était une catastrophe qui tirait vers le bas toutes les filles. Toutes les femmes qui ont suffisamment de force et de persévérance pour occuper pour une première fois un job qui n'a jamais été occupée, la première ministre, la première femme médecin, la première femme pilote, puisque maintenant en Égypte, on a des Égyptiennes pilotes. Toutes ces femmes, moi, je les admire. Toutes les femmes qui ont été les seules dans un monde d'hommes, dans un monde dominé par des hommes, où les hommes pensaient que les femmes étaient plus faibles, alors que ce n'est absolument pas vrai. Et c'est très important dans l'éducation de nos filles de leur apprendre qu'elles sont l'égale des garçons qui ont le même âge. Parce que malheureusement, les études ont montré qu'au niveau de la terminale, de la Sanawiyan en Égypte, les filles avaient de meilleurs résultats que les garçons. Mais qu'après, adultes, les garçons, les hommes occupaient beaucoup plus de postes importants que la fille. Et ça, c'est parce que les parents, dans leur éducation, ils élèvent
leurs garçons à viser très haut, alors qu'ils élèvent leurs filles à avoir des ambitions plus modestes. Et donc, à toutes ces femmes qui ont occupé des premiers postes qui étaient inhabituels d'être occupés par des femmes, là, je les admire fortement. Docteur Jacqueline Georges, je vous remercie infiniment pour cet rendez-vous et pour ces explications, pour partager avec nous des points marquants de votre vie, vos aspirations et vos expériences. Merci à vous de m'avoir reçu. Chers téléspectateurs, c'était notre rendez-vous via la nouvelle technologie avec Dr Jacqueline Georges. Ensemble, nous avons découvert des points marquants de sa vie, également des conseils pour qu'on puisse préparer notre nouvelle génération à affronter plusieurs nouveaux défis de la vie quotidienne et moderne. Merci pour votre attention et à la prochaine édition au féminin.